Mes chers collègues, nous poursuivons nos travaux avec l'audition de M. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, que nous remercions pour sa présence dans un contexte épidémique que nous savons toujours tendu. Bienvenue, Monsieur le ministre. L'intervention des cabinets de conseil dans le secteur sanitaire n'est pas nouvelle. Elle a toutefois pu susciter une certaine émotion dans l'opinion publique lors de la crise sanitaire. Les cabinets Roland Berger, Sitwell et J2L sont intervenus dans l'organisation logistique de la distribution des masques, puis des tests. McKinsey a travaillé sur la campagne vaccinale. Accenture est intervenu sur plusieurs systèmes d'information, comme le SI Vaccin ou le Pass sanitaire, de même que CGI France. Le montant de ces prestations s'élevait à près de 25 millions d'euros en septembre 2021, cette audition devant nous permettre d'obtenir des chiffres actualisés. Le groupe communiste a demandé cette commission d'enquête pour mieux comprendre les mécanismes d'intervention des cabinets de conseil dans les politiques publiques en général et la crise sanitaire en particulier. Madame la rapporteure l'a répété à plusieurs reprises, nous ne sommes ni des juges ni des procureurs, nous ne sommes pas là pour faire des procès d'intention, mais pour investiguer sur des faits. Tous les faits, rien que les faits. De même, nous ne sommes pas là pour minimiser l'ampleur de la crise sanitaire, ni le travail accompli par l'ensemble des fonctionnaires pour y faire face, dans les hôpitaux bien sûr, mais aussi dans l'administration centrale et déconcentrée. Si notre pays a tenu bon, c'est grâce à nos agents publics. Le 9 février 2021, vous avez déclaré devant l'Assemblée nationale « On a du talent dans le privé et dans le public aussi ». Nous ne pouvons que souscrire à ces propos, sous réserve que l'administration ne devienne pas dépendante de sociétés privées, en particulier dans le secteur sanitaire et dans les domaines régaliens. Nos questions sont en réalité très simples. Pourquoi avoir eu recours à des cabinets de conseil? Comment ont-ils été recrutés? Pour quelles missions? Comment ont-ils été évalués? Il faut dire que l'audition de Santé publique France n'a pas permis de répondre à ces questions, pourtant essentielles. Nous vous remercions d'avance, Monsieur le ministre, pour vos réponses sur l'ensemble de ces sujets factuels. Vos services vous ont d'ores et déjà transmis des pièces, transmis des pièces, nombreuses, très nombreuses même, dans un esprit coopératif que nous ne pouvons que souligner. Je précise que cette audition est ouverte au public et à la presse. Elle est retransmise en direct sur le site internet du Sénat et en raison du contexte sanitaire, nos collègues peuvent également intervenir par visioconférence. Comme pour toutes les personnes auditionnées, je rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible de sanctions pénales qui peuvent aller selon les circonstances de droit à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Je vous invite donc, Monsieur le ministre, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Merci, Monsieur le ministre. Je vous laisse maintenant la parole pour une intervention liminaire d'environ 10 minutes, si vous voulez bien, pour que nous ayons ensuite le temps d'échanger à travers les questions de Madame la rapporteure et de nos collègues. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Bien, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, c'est un exercice de transparence que je suis appelé aujourd'hui. Je m'y soumets bien volontiers, ce n'est pas le premier d'ailleurs. Je l'ai fait depuis le premier jour d'une crise sanitaire qui a toujours donné toute sa place à la mission de contrôle du Parlement, et c'est bien normal, et ce n'est pas l'ancien parlementaire que je suis qui vous dira le contraire. Le sujet du recours au cabinet de conseil, c'est un bon sujet, si je puis me permettre. Il mérite effectivement de la clarté. Il mérite également de la hauteur. Je sais que nous n'en manquerons pas. Il n'y a pas d'un côté l'État et de l'autre de sombres prédateurs privés qui s'enrichiraient à ses dépens. Vous le savez, les politiques publiques de solidarité et de santé sont aujourd'hui confrontées à un environnement qui est en profonde évolution et en constante évolution. Évolution des risques qui pèsent sur nos concitoyens, évolution des prises en charge rendues possibles par les progrès de la médecine, plus globalement de nos connaissances et expériences, évolution des attentes de nos concitoyens également, révolution numérique, etc. Ces évolutions nécessitent d'adapter sans cesse les réponses que nous apportons et l'organisation des ressources pour les mettre en œuvre. Sur une période récente, on pourrait citer la création de la 5e branche de la sécurité sociale, la stratégie de transformation du système de santé, l'objectif de faire de l'exercice coordonné en santé la norme pour la prise en charge des patients et ainsi faire reculer les déserts médicaux. C'est dans ce contexte de transformation que doit être replacé le recours à des cabinets de conseil par l'administration et dont le cadre d'utilisation s'est structuré ces dernières années. Le secrétaire général de mon ministère, Étienne Champion, le délégué interministériel à la transformation publique, Thierry Lambert, que vous avez tous deux entendus précédemment, ont détaillé chacun
pour ce qui le concerne au sein de mon ministère ou dans d'autres directions, dont la direction interministérielle pour la transformation publique, le rôle des différents acteurs pour encadrer et contrôler le recours à ces prestations de conseil. L'objectif, nous assurer qu'elles soient utilisées conformément au cadre réglementaire, mais également à bon escient, c'est-à-dire pour renforcer la capacité d'action de l'État à un moment donné sur un sujet qui nécessite une expertise particulière, et ce, en appui aux agents publics. Les cabinets de conseil constituent donc une ressource utile pour démultiplier l'action des agents dans un certain nombre de cas, pour faire face à un besoin en compétences expertes à un moment donné, pour faire face à un projet limité dans le temps que les équipes ne peuvent pas intégrer complètement, ou pour disposer d'un regard extérieur, affûté, sur des situations comparables dans d'autres environnements, d'autres ministères, d'autres pays, des entreprises, etc., notamment pour proposer des évolutions des organisations. Dans le champ spécifique du numérique, des externalisations ont été engagées sur des fonctions opérationnelles. Si les domaines à plus forte valeur ajoutée comme le pilotage et la conception doivent être durablement portés en interne, le recrutement de développeurs revêt une importance croissante ainsi que celui d'experts de la donnée. J'étais, avant de vous rejoindre, sur un forum européen dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, consacré par exemple à l'évolution des règles éthiques en matière de stockage et d'utilisation des données de santé. Nous en discutons à 27 et les 27 qui composent l'Union européenne font appel à des compétences internes mais aussi externes sur des sujets aussi pointus que celui-ci. En complément de ces indispensables savoir-faire internes, il est donc nécessaire de recourir à des expertises externes pour la conception, le design, le développement, la diffusion de produits numériques. J'y reviendrai dans ce cas particulier de la gestion de la crise sanitaire. En revanche, le positionnement du cabinet de conseil est très clair. Il vient toujours en appui ou conseil d'un chef de projet interne à l'administration dans le cadre d'une expression de besoin clairement définie et avec des livrables clairement identifiés. La restitution de ces travaux se fait également dans un cadre défini en amont de la commande. Le commanditaire est clairement identifié ainsi que le dispositif de pilotage de la prestation. L'objectif est que la prestation de conseil permette pleinement d'éclairer le décideur public, mais que les choses soient claires. Jamais elle ne s'y substitue. On trouve par exemple cette frontière inscrite noir sur blanc dans les documents contractuels qui nous lient avec le cabinet McKinsey que vous avez cité tout à l'heure. Les devis excluent toute forme de conseil en politique publique, en droit, en matière médicale et bien entendu de substitution en matière décisionnelle. Ces cabinets de conseil viennent par ailleurs toujours en complément des ressources internes, que ce soit les ressources des directions du ministère ou celles de l'Inspection générale des affaires sociales. Le recours au cabinet de conseil a connu une actualité particulière pendant la crise sanitaire. Oui, personne n'ignore que l'ampleur de la crise sanitaire que nous traversons est sans précédent et mon ministère possède un dispositif efficace de prévention et de réponse aux crises sanitaires, mais l'ampleur de la crise a nécessité de mobiliser dans un temps record des renforts importants en nombre et en expertise. Je vais vous donner le détail de ces renforts pour que vous puissiez aussi comparer, parce que ces renforts sont venus de différentes sources. D'abord de capacités internes du ministère, via l'Inspection générale des affaires sociales notamment. À la date du 1er juin 2021, 112 missions d'appui crise avaient été assurées dans le cadre de la crise Covid via l'IGAS, dont 84 en administration centrale et 28 au sein des agences régionales de santé. Ensuite, ces renforts proviennent aussi de contrats spécifiques de renfort. Et là, 226 contrats pour 2021, 132 contrats inférieurs à 6 mois, 83 contrats de 6 à 12 mois, 11 contrats de 12 mois. Et enfin, de capacités externes, interministérielles. Le ministère a reçu des renforts de l'Inspection générale des finances, de la DITP, du ministère des Armées, du ministère de l'Intérieur notamment. À côté de cela, des cabinets privés sont intervenus, recherchés pour leur expertise spécifique, logistique, système d'information notamment, et pour leur capacité à mobiliser très rapidement des équipes importantes et expertes. On peut retenir que les permanents additionnés au renfort ont constitué une base de 450-500 agents, dont une centaine d'intervenants externes. Et je tiens aussi à souligner que ces renforts, qu'ils proviennent de l'IGAS, d'autres ministères, de contrats spécifiques ou de prestataires privés, se sont ajoutés à une mobilisation absolument exceptionnelle de mon administration, DGS, DGOS, DGCS bien sûr au premier plan, mais aussi la DRES qui publie toutes ces données, la DSS, la DICOM, la Direction des affaires juridiques, que je ne remercierai jamais assez, croyez-moi, pour le travail monumental qu'ils effectuent. Monumental. Jour et nuit, semaine et week-end.
Pour le reste, mon secrétaire général vous a adressé 50 gigaoctets de données numériques qui représentent plusieurs milliers de pages de documents vous permettant en toute transparence d'aller piocher ce qui vous semble utile ou important dans le cadre de votre commission. Tous les agents du ministère, sur leurs fonctions propres ou en redéploiement, se sont engagés dans la gestion de crise qui s'est ajoutée à leur mission permanente. Je pourrais vous livrer des témoignages. Un directeur d'ARS me disait que jusqu'ici, quelqu'un qui était en charge de l'inspection des eaux, donc c'était le métier comme ingénieur, s'est retrouvé à faire des tableaux Excel de répartition des doses Pfizer pendant les premières semaines de la campagne vaccinale pour s'assurer que chaque centre était achalandé au prorata du nombre de rendez-vous qui avait été pris. Et je ne parle pas évidemment de l'extension horaire du travail de nombreux agents publics, je tiens à le dire ici et à saluer parce que sans eux, nous n'y serions pas arrivés, évidemment. Pour autant, en comparant les moyens consacrés aux prestations de conseil dans le contexte de la crise, aux moyens qui leur étaient consacrés en 2019 par exemple, on constate que c'est sans commune mesure. On recense ainsi 54 commandes entre mars 2020 et aujourd'hui, pour un montant global de 26,79 millions d'euros, à rapprocher du montant global de 1,717 millions engagés en 2019 sur un périmètre équivalent. Le coût de ces prestations reste toutefois modéré au regard de l'ensemble des dépenses liées à la crise sanitaire, je le rappelle, 30 milliards d'euros entre 2020 et 2021, dont 7 milliards d'euros pour l'hôpital. Nous avons très récemment, tout début 2022, à nouveau contractualisé avec le cabinet McKinsey, en renfort de la campagne de vaccination pédiatrique cette fois, et ce jusqu'à la date du 4 février 2022, c'est-à-dire après-demain si je ne m'abuse. Quant au contenu des prestations demandées au cabinet de conseil, elles recouvrent principalement 3 grands champs, la programmation, la logistique et les systèmes d'information de crise, initiés afin de disposer d'outils numériques aptes à gérer une pandémie emportant la totalité de la population française. Je le redis, 3 semaines, je crois qu'il a fallu pour développer SIDEP. Quand on a parlé initialement d'un système d'information commun à tous les laboratoires, avec une centralisation des données, une sécurisation des données, permettant d'avoir un regard exhaustif et une montée du contact tracing, si on m'avait dit avant que ça prendrait 3 semaines, si on vous l'avait dit, vous auriez dit c'est impossible. Or, ça a été fait. Vaxi, le système d'information pour la vaccination, pareil. Le pass sanitaire et ses multiples révisions, pareil. Vous en trouverez donc le détail dans les documents transmis par le secrétaire général du ministère. Mesdames et messieurs les sénateurs, la période exceptionnelle de crise sanitaire que nous traversons devra nous permettre de nous améliorer pour l'avenir, comme nous avons déjà eu à cœur de nous améliorer au fur et à mesure des différentes vagues, pour assurer la réponse la plus réactive, la plus efficace possible à nos concitoyens dans le respect du cadre démocratique et administratif. Nous pouvons déjà toutefois souligner que les agents du ministère ont fait preuve d'un engagement et d'une adaptabilité remarquables. C'est toute une administration qui s'est mobilisée et se mobilise encore pour répondre à la crise, dont environ 400 à 500 agents directement dans les cellules de crise en administration centrale, au plus près de la pandémie, sans compter bien entendu les équipes des ARS, 7 jours sur 7, H24, qui combattent l'épidémie. Tout cela depuis maintenant 2 ans sans interruption. Je crois qu'il faut saluer la mobilisation exceptionnelle de l'ensemble des agents publics qui ont constitué le premier rempart face à la crise et que des cabinets de conseil de consultants ne viendront jamais remplacer. Même si leur expertise, comme leur capacité à mobiliser très rapidement et sur une période délimitée des équipes ciblées sur les besoins urgents, aura constitué un appui, je le dis, indispensable, sans lequel notre réponse n'aurait pas pu être ce qu'elle a été. Nous étions astreints à une obligation de résultat, protéger la santé des Français face à cette épidémie sans précédent. Nous avons mobilisé toutes les ressources disponibles dans ce seul objectif. Et avant de conclure, je vous dirais que si vous aviez une image à visualiser, c'est celle de la bibliothèque Simone Veil, cette magnifique bibliothèque art déco du ministère des Solidarités et de la Santé, qui a été transformée en immense open space, ouverte le dimanche et les nuits, où des tableaux de bord ont fait leur apparition au milieu des rayonnages des ouvrages et des livres, et où les personnes se sont succédées, issues de tous les corps de métier, des ingénieurs, des logisticiens, des militaires, des civils, du public, du privé, certains d'ailleurs étant venus dans l'urgence dire « j'ai des compétences à vous apporter » et qu'ils en soient remerciés. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces propos liminaires. Madame la rapporteure va poser les premières questions. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je ne reviens pas sur les propos du président Bazin, qu'il a prononcés en ouverture de cette audition, et sur les propos qui ont terminé votre intervention liminaire. Bien évidemment, nous saluons et nous sommes fiers de l'engagement de celles et ceux qui ont dû faire face dans des conditions difficiles, qui ont dû faire face à cette
épidémie qui n'est malheureusement pas, même si les choses se sont améliorées, qui n'est pas encore tout à fait terminée. J'ai une question à vous poser dans un premier temps, c'est précisément sur le rôle des cabinets de conseil dans la prise de décision. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que notre vocation, la vocation de cette commission d'enquête, c'est vraiment de comprendre pourquoi ces derniers temps il y a eu un recours en augmentation des cabinets de conseil privés sur des missions qui nous semblent quand même importantes, et nous voulons comprendre parce que comprendre, ça peut supposer qu'un certain nombre d'éléments qui nous paraissent opaques puissent être levés et gagner surtout en transparence. À la demande de la commission d'enquête, le ministère a transmis, donc vous l'avez dit, l'ensemble des livrables des cabinets de conseil pendant la crise sanitaire, et sincèrement, nous vous en remercions. Toutefois, leur lecture donne quand même le vertige, car elle démontre une intervention massive de ces cabinets sur tous les pans de la crise sanitaire et sur des missions qui nous semblaient relever de l'administration. Et donc là, nous avons l'exemple d'un livrable de McKinsey en date du 23 août 2021 qui fait un bilan des injections vaccinales réalisées à cette date, qui établit des projections sur la vaccination pour atteindre la cible de 50 millions de primo-vaccinations que le gouvernement s'était fixé en septembre 2021. Donc ma première question est simple, c'est quel a été le rôle de McKinsey dans l'établissement de ces projections vaccinales, par exemple en septembre 2021. Et dans la même logique, deuxième question, ce document de McKinsey a été transmis au Conseil de défense sanitaire le 23 août 2021. Et cette information figure d'ailleurs noir sur blanc ou jaune, enfin noir sur jaune sur le document. Donc ces documents de McKinsey ont-ils été utilisés par le Conseil de défense pour préparer ces décisions? Sinon, pourquoi les transmettre? Et vous pouvez comprendre, là encore, Monsieur le Ministre, que cette question est importante, car le Conseil de défense a interrogé et interroge encore sur son périmètre et sur ses missions. Je vous remercie pour vos réponses. Je vous réponds volontiers, il ne s'agit pas d'un livrable. Document que vous montrez, on en a beaucoup, effectivement des comme celui-ci, renouvelés très régulièrement. C'est-à-dire, j'avais un tableau de bord, j'ai toujours un tableau de bord sur lequel sont aimantés des documents qui permettent de rendre compte de façon très visuelle et très rapide de la progression de la campagne vaccinale, de l'utilisation des consommables, des perspectives d'utilisation des consommables, des commandes éventuelles, qui compilent les sondages, les enquêtes d'opinion pour savoir jusqu'où on peut monter dans la vaccination, quels sont les leviers, etc. Donc moi j'ai besoin d'avoir ce visuel qui me permet d'avoir... La crise est très vaste en termes d'action et de connaissances à acquérir et actualiser au quotidien. Ce ne sont pas des livrables, pardonnez-moi, ce sont des documents internes au ministère qui relèvent des équipes du ministère et auxquels McKinsey a participé. Donc ce ne sont pas des documents estampillés McKinsey que le cabinet de conseil nous livrerait tel quel. Non, ce sont des documents ils sont dans les équipes. Et donc ce sont des documents des équipes du ministère qui sont estampillés ministère des Solidarités et de la Santé. C'est du renfort d'équipe. Il ne se substitue pas. Et vous avez parlé de la prise de décision. À aucun moment, McKinsey ne m'a fait prendre une décision en lien avec la crise sanitaire et la campagne vaccinale. Monsieur le ministre, même si ce document n'est pas un livrable, comme vous nous le dites, donc un document interne au ministère, sur lequel est intervenu McKinsey, si j'ai bien compris, c'est quand même un document qui a été transmis au Conseil de défense. Pourquoi ? C'est un document du ministère de la Santé, produit par les équipes du ministère de la Santé, qui sont d'ailleurs des documents que si nous vous permettons de vous les livrer et que vous vous permettez de les montrer, qui ne sont pas des documents qui sont classés, ni classifiés, et qui portent sur des données transparentes, publiques, que nous rendons publiques très régulièrement. Oui, mais Monsieur le Ministre, vous nous permettrez nous aussi de nous interroger sur l'intervention de McKinsey sur ces documents.
même si, je le répète, vous nous dites que c'est un document interne au ministère de l'Intérieur. De votre ministère. Pardonnez-moi, je ne comprends pas le sens de votre question. Je vous demande de la reformuler parce que comme on est en commission d'enquête, j'ai besoin de vraiment comprendre le sens de votre question. Vous nous avez dit que ce document, que je remontre, est un document qui a été réalisé par les services du ministère. Oui, madame, c'est la ça. sénatrice. Ma question est simple. Est-ce que McKinsey est intervenu sur l'élaboration de ce document? Mais McKinsey a renforcé l'ensemble des équipes en charge de la politique vaccinale, et donc ce n'est pas un document McKinsey, c'est un document... Non, mais je n'ai pas dit ça, j'ai bien précisé que c'était un document du ministère. Mais est-ce que McKinsey est intervenu? Je vous réponds que McKinsey a contribué à ces documents. Donc il est intervenu. Mais ils sont intervenus au sein des équipes. Je constate, moi. Bien sûr, j'ai aucun problème avec ça. Pardon, monsieur le ministre, on va préciser un petit peu les choses, parce qu'en effet, on est en commission d'enquête, il faut que les définitions soient précises. On entend bien que la société McKinsey a participé à l'élaboration du document. Mais dans quel cadre à ce moment-là? Parce que normalement, quand on passe un contrat avec une société de conseil, on lui confie une mission qu'elle remplit de façon satisfaisante ou pas, c'est l'administration qui apprécie. Mais vous nous dites là que ces gens-là étaient en renfort. Donc est-ce que c'était simplement une prestation de complément ou est-ce qu'il y avait une commande précise à McKinsey? D'abord, là, on parle d'une situation qui est absolument exceptionnelle. On est d'accord, on ne parle pas d'une situation du quotidien. On est une situation exceptionnelle où chaque jour, et parfois même plusieurs fois par jour, on a eu besoin de faire le point sur combien de seringues sont disponibles dans tel centre, combien de dispositifs nous avons encore en stock dans les locaux de Santé publique France, combien de vaccinations ont été réalisées sur la journée d'hier avec des répartitions régionales, est-ce qu'on voit des disparités, etc. etc. Donc on brasse une foule de données qui sont d'ailleurs des données qui pour la plupart sont rendues accessibles en open data. Et les documents que vous montrez sont des documents qui rendent compte de façon visuelle de tout ou partie des indicateurs dont nous disposons. Ces documents sont réalisés par les équipes du ministère et nous avons eu besoin dans cette période de campagne vaccinale de renforcer les effectifs de nos équipes par des prestataires issus de ce cabinet de conseil qui sont venus avec leurs propres compétences renforcer les équipes. Donc on n'est pas dans un... C'est pour ça que je fais vraiment la distinction. Nous n'avons pas demandé au cabinet privé McKinsey d'avoir la gentillesse de réaliser des documents que nous fournirions au Conseil de défense. Nous avons demandé du renfort RH des équipes de McKinsey pour venir en appui de nos propres équipes internes participer à la mise en exergue de tous ces enjeux logistiques. C'est vraiment de cela dont il s'est agi. Ce sont des... purement logistique. Donc, est-ce qu'on va trouver dans les documents qui nous sont transmis la commande précise pour la situation que vous évoquez à l'instant? Mais ce sont des commandes qui sont internes et donc nous avons des ressources humaines que nous avons intégrées à nos équipes pour une durée donnée, pour des missions données, dans le cadre de la campagne vaccinale. Quand je vous dis que nous avons eu des renforts externes qui venaient parfois d'ailleurs, lorsque, si vous voulez, quand on a fait venir des généraux, je vais vous parler j'étais allé une fois à Santé publique France pour la cellule vaccinale, non, cellule masque, c'était la cellule des masques, j'ai parlé avec des officiers de gendarmerie qui étaient en tenue et qui étaient à Santé publique France. Ce sont des gens qui sont venus avec leurs compétences et qui sont venus renforcer nos effectifs parce que nous avions besoin de leurs compétences logistiques pour pouvoir nous appuyer sur des missions précises. Je vous rappelle l'urgence éminente qu'il y avait à fournir des masques au maximum dans les territoires et les décliner et aller les chercher en Chine, etc. Vous aviez là des compétences dans non pas un melting pot, parce que vous allez mal prendre le terme, tout était très structuré et organisé, mais nous avions donc des renforts de compétences précises dont nous avions besoin. Certaines venaient du secteur public, d'autres du secteur privé, certaines de cabinets de conseil en renfort. Dans le cadre de la campagne vaccinale, ce sont les équipes de McKinsey qui sont venues en renfort compléter les équipes internes au ministère. J'espère avoir répondu à votre question. Ma question était totalement factuelle. Est-ce qu'on a dans les pièces qui nous sont transmises la commande qui correspond à cette prestation? Il y a des contrats. Si les contrats nous sont transmis, on les examinera pour comprendre mieux la prestation. Mais je voudrais revenir sur... la question de la décision. Évidemment, nous n'attendons pas à une autre réponse de la part d'un responsable public qui prend l'appui d'un cabinet de conseil pour
répondre à une situation que de revendiquer la décision qui en découle, et tous vos collègues qui sont passés avant vous en ont fait de même, ça va de soi. Maintenant, c'est tout ce que les situations sont beaucoup plus compliquées que cette présentation un peu binaire des choses, parce que les éléments qu'on vous transmet contiennent déjà des éléments d'orientation, plus ou moins subtils. Nous avons par exemple, dans les éléments que vous nous avez transmis hier, relevé une note du 27 octobre 2020 préparée par le cabinet Roland Berger et qui porte sur la distribution de gants médicaux du stock stratégique de la France. Il y a 3 scénarios qui sont proposés, je passe les détails, je vais directement à la conclusion de la note. Les options 2 et 3 ne permettent pas d'envisager une reconstitution du stock stratégique avant 2021, font perdurer un système où les acteurs bénéficient d'une distribution de sécurité de l'État sans que celle-ci soit de nature à les inciter à l'arrêter de s'approvisionner par eux-mêmes. Votre arbitrage est sollicité sur le choix de l'option à privilégier. Mais est-ce qu'il y a vraiment un arbitrage politique à faire quand on a une telle démonstration préalable? Le consultant ferme la porte à 2 des 3 scénarios, donc il vous reste simplement à bénir le 3e. Que je me fasse bien comprendre, que le consultant propose ce type de raisonnement, on peut le suivre, mais il me semble qu'il y a une couche à interposer quand même avant la décision publique, qui est celle de votre administration, qui doit redigérer ces éléments, tandis que là, il semble que ces éléments vous aient été présentés directement. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Non, pas du tout. Tout passe par le filtre de la Direction Générale de la Santé lorsque ça relève de la Direction Générale de la Santé. Donc non, il n'y a aucune transmission directe. Je n'ai jamais eu à connaître d'une note transmise directement d'un cabinet de conseil jusqu'à mon bureau en vue de valider une option ou une autre. Non. Et par ailleurs, je me permets de vous dire que si je m'étais arrêté, et là je ne parle pas de cabinet de conseil, mais par définition de ma propre administration, si j'avais fait à chaque fois le choix, je n'ai pas fait à chaque fois le choix qui m'était guidé par une administration. Encore une fois, pas un cabinet de conseil, mais une administration. Il m'est arrivé de faire des choix qui étaient différents que les options qui étaient présentées comme l'option qu'il fallait retenir. C'est d'ailleurs le propre du politique que d'être capable de prendre des arbitrages qui contreviennent parfois à l'esprit général du corps administratif. Non pas pour les embêter ou non pas pour des raisons obscures, mais parce qu'on considère que l'acceptabilité de telle ou telle décision n'est pas aussi nette que cela. Je crois qu'on sera tous d'accord sur ce point-là, Monsieur le Ministre. Donc, ma question, et vous y avez répondu. Je vous ai répondu. Je n'ai pas de notes de cabinet de conseil sur mon bureau avec ABC coché. Les notes ne vous parviennent pas directement, elles sont systématiquement retraitées. Non seulement elles sont retraitées par l'administration, mais ensuite elles sont retraitées par mon cabinet et ensuite par mon directeur de cabinet. Et quand une note me revient sur mon bureau pour arbitrage, elle a déjà été avisée en général. Vous savez, j'ai un paraphe, j'aurais pu vous en apporter un. Vous avez un paraphe avec la colonne et plusieurs colonnes. Nous avons quelques expériences de ces systèmes. Voilà, celle des dates de signature, je le dis pour les Français qui nous regardent, des dates de signature par tel ou tel membre du cabinet. Il y a la liste des 3, 4, 5, 6 personnes. Vous avez dans la première liste, ensuite vous ouvrez, vous avez d'abord la lettre qui vous est adressée par le directeur d'administration qui explique pourquoi lui propose un arbitrage. Puis vous avez la note de votre cabinet qui vous guide pour vous permettre de faire le juste choix. Et enfin, vous avez un document que vous pouvez signer ou sur la page de couverture du paraphe, vous mettez vu et c'est envoyé. Voilà, comme ça. Regardez, vous montrez les trucs, je montre aussi. Ça, c'est par exemple le dossier en vue de l'audition. Vous imaginez bien qu'elle a été préparée. Donc elle a été avisée en date du 2 par mon directeur de cabinet, en date du 1er par ma conseillère spéciale, avisée par le directeur de cabinet adjoint. Et elle a été avisée par mon conseiller parlementaire qui est ici présent hier même, plus un petit mot, etc. Bon. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc je n'ai jamais dans ces paraphes-là, regardez, la moindre note d'un cabinet de conseil. Enfin, ça n'existe pas. Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, je vais encore vous poser une question sur un deuxième exemple, mais tout ça c'est sur la base des documents que nous avons reçus. Nous n'avons rien inventé. On a à la fois satisfait à votre demande et à la fois on a bien conscience que vous envoyez des milliers de pages de documents. C'est aussi l'assurance de pouvoir se noyer. Donc je serai très heureux de pouvoir éclairer les choses. On s'en est sorti. Donc, là, allez, on revient un petit peu en arrière. On est le 8 juillet 2021. D'accord, soit 4 jours avant l'intervention du président de la République, donc le 12 juillet, pour annoncer donc la vaccination obligatoire des soignants et l'extension du pass sanitaire aux lieux de loisirs et de culture. On est d'accord jusque-là. Donc, McKinsey, encore lui, rédige, vous allez me dire que c'est peut-être pas ça, un livrable,
intitulé, qui est là, sécuriser l'objectif de 40 millions de vaccinés à fin août. D'accord ? Comment ça, non ? Madame la rapporteure, je voudrais tout de suite. Quel est le logo qui est sur le document ? Ministère des... Oui, non, mais... Non, attendez, on est ici dans une commission sérieuse. Est-ce qu'il y a marqué McKinsey quelque part dans le document ? Non, il n'y a pas marqué McKinsey. Il est marqué quel logo ? Ministère. Donc non, ce n'est pas un livrable de McKinsey. C'est un document interne à ce qu'on appelle le cabinet Covid ou la task force vaccinale qui relève directement de mon autorité au sein du ministère. D'accord. Je veux qu'on soit très précis. Alors, monsieur le ministre, dans ces cas-là, on va être très précis et je vais l'être. Il y a une note... Je ne sais pas si je vais la retrouver. Voilà. Une note qui a été rédigée à l'administration, à l'attention de monsieur le directeur général de la santé. Objet, planification de la dissolution de la cellule de coordination interministérielle, logistique et moyens sanitaires, CCILMS. Cette note a été rédigée par 2 personnes. Enfin, le dossier a été suivi par 2 personnes, dont une qui est salarié d'un cabinet privé. Et une note aux directions, une note à la direction générale de la santé peut être rédigée par des équipes qui viennent en renfort issues de cabinets privés. Oui. Quel est l'étonnement que vous mettez dans votre question ? Monsieur le ministre, ça n'est pas dérangeant à votre sens qu'un document estampillé ministère des Solidarités et de la Santé... Parce que j'avais pas fini. Il y a l'essai ministère de la Solidarité. Soit manifestement c'est quelqu'un d'un cabinet privé qui a rédigé la note. La personne qui rédige ça n'est pas au siège de McKinsey. La personne qui rédige cela, c'est le principe, pardonnez-moi, de renfort de conseil, est une personne qui est déléguée par le cabinet, en raison de ses compétences, au sein d'une équipe, au sein du ministère. Je crois que c'est la règle en principe de conseil. Lorsque vous faites appel à des ressources humaines extérieures à vos ressources humaines internes, par définition, les personnes, vous les intégrez le temps de leur mission à votre équipe. Oui, non, mais on est d'accord. Sauf que vous nous dites, quand je vais vous poser ma deuxième question, que ce n'est pas un document McKinsey, puisqu'il est estampillé ministère des Solidarités et de la Santé. Okay. Oui. D'accord, je l'entends. Mais on fera des recherches. D'ailleurs, je note que vous nous avez demandé de vous envoyer la totalité des documents auxquels le cabinet a pu contribuer de près ou de loin, d'où l'exhaustivité des pièces que nous vous avons livrées, de manière à ce que nous ne nous fassions pas reprocher de ne pas avoir envoyé. Donc, c'est-à-dire que tout document auquel McKinsey a contribué de près ou de loin, vous nous les avez envoyés. Si vous nous aviez demandé la liste des documents estampillés McKinsey présents dans le dossier, vous auriez eu une feuille blanche, Madame la sénatrice. Donc, vous avez là tous les documents auxquels ils ont pu contribuer de près ou de loin, au titre des renforts RH internalisés dans nos équipes le temps de la mission, et sans pouvoir décisionnel et sans lien direct avec les ministres. La parole est à Jérôme Bascher. Juste une précision, Monsieur le Ministre, excusez-moi. Ma pratique de l'administration, qui est aussi un peu longue, est plutôt que la note soit rédigée et clairement avec un dossier suivi par l'agent qui relève de votre responsabilité, que le renfort puisse être annexé, si vous voulez. Mais c'est peut-être une demi-confusion qui peut peut-être perturber Mme la rapporteure. Est-ce que vous ne trouveriez pas plus logique de bien séparer les deux, tout simplement, hein. C'est pas, donc c'est une idée, c'est pas la vérité, toute la vérité, c'est votre sentiment. C'est toujours le cas en temps normal. Ça n'est jamais ou très rarement le cas en situation exceptionnelle. Vous avez besoin de logisticiens. Ça ne pose pas de difficulté quand c'est un gendarme. Je vous ai dit, il y a un gendarme qui était des gendarmes et des militaires intégrés à la cellule vaccinale qui ont participé au sein des équipes normales du ministère à la gestion logistique du truc. Ça ne gêne personne. C'est un gendarme, c'est un militaire. Donc, et quand c'est un ingénieur ou un logisticien professionnel qui vient du privé, il y aurait une suspicion. Je vous dis que les règles qui permettent de se soustraire à cette suspicion sont les règles très claires. Aucun pouvoir décisionnel, des contrats passés qui sont clairs, une évaluation et dans l'attribution des marchés, le suivi strictement prévu par la loi. Donc c'est pour ça que d'ailleurs j'avais dit cette intervention, je vous remercie de l'avoir citée en introduction, parce que je la revendique. Il y a des ressources et des talents dans le secteur privé, et des ressources et des talents dans le secteur public. Bon, quand on est en période de crise exceptionnelle, où on doit mener une campagne vaccinale tambour battant, sauf à ce que vous considériez qu'on serait allé trop vite, je ne crois pas que c'était la situation au début de la campagne, vous allez chercher les compétences là où elles sont.
Et vous pouvez vous enorgueillir d'avoir un beau pays dans lequel vous trouvez de très belles compétences diversifiées dans le public et dans le privé. Là, on avait juste besoin d'une masse de gens beaucoup plus importante que d'habitude. Donc on a rempli, on a gonflé les équipes avec des compétences, avec des talents qui venaient de différents secteurs. Mais encore une fois, les règles sont claires. Donc je ne veux pas vous mettre un logo gendarmerie sur un bout de document parce qu'il y a un gendarme qui a participé à la collecte des informations qui ont permis de constituer un bout de tableau dans un document. On fait bien la différence entre un agent public et un salarié du privé. Je vous parle d'une équipe. Ce sont deux statuts différents. Maintenant, je crois que ce qui fait question à la Commission, je vais essayer de l'exprimer le mieux possible, moi qui ne fait pas partie de l'administration comme Jérôme Bachet, ni de près ni de loin, c'est que quand on fait appel à des cabinets de conseil, habituellement, sur la base d'un contrat, on leur confie une mission. Et là, vous nous expliquez que vous avez intégré des compétences à l'intérieur de vos équipes, et je vais regarder avec mes collègues de près, dans les contrats que vous allez nous faire suivre, comment sont bordées leurs fonctions. Parce qu'on a l'impression là qu'on a pris des agents publics, entre guillemets, dans un vivier privé, sans avoir passé un marché clair sur une mission précise avec les cabinets privés. Si ce n'est pas votre avis, pardonnez-moi, vous sortez du cadre. Vous êtes en train de conclure ou d'insinuer qu'il y aurait des marchés qui ne seraient pas clairs. Je vous réponds, prouvez-le. Nous avons envoyé tous les documents de tous les marchés. Non, c'est pas détrompez-vous. Non, monsieur le ministre, détrompez-vous. C'est pas du tout le sujet. C'est moi qui suis sous serment, donc je précise les choses. Non, mais c'est pas du tout le sujet. Il n'y a aucune ambiguïté dans la nature des contrats qui sont passés et dans la nature et dans la réalisation des contrats qui sont passés. On parle encore une fois d'une situation, comprenez-le, et je suis sûr que vous le comprenez. On parle d'une situation exceptionnelle, d'extrême urgence. Un président de la République dit « Notre pays est en guerre. Nous avons besoin de compétences, nous avons besoin de talents, nous avons besoin d'aller vite. Tout le monde nous demande d'aller vite, les sénateurs comme le reste des citoyens français, et tout le monde a raison de nous demander d'aller très vite. Nous prenons quand même évidemment la peine de respecter les codes des marchés publics, les règles en matière de recrutement, les règles d'attribution des marchés. Nous passons des contrats et nous vérifions que les contrats sont parfaitement limpides et nous respectons tous les règlements en vigueur en matière d'appel à des ressources humaines extérieures. Nous internalisons, nous renforçons nos équipes avec des personnes, ressources qui proviennent de l'extérieur, du public et du privé pour faire la guerre. Pour faire la guerre, il est tout à fait normal que nous rendions des comptes, nous vous présentons la totalité des contrats, des documents auxquels de près ou de loin les uns et les autres ont pu participer, et je réponds à vos questions. Mais voilà, j'insiste sur le fait qu'il y a, je vous le redis, je suis sous serment, il n'y a à aucun moment, un coin de contrat ou une dérogation qui aurait été faite au fonctionnement et au règlement en vigueur. En revanche, ce qui a changé, c'est la pratique. C'est-à-dire que là où habituellement vous avez une clarification avec des missions extérieures, avec des choses qui sont totalement bordées et effectivement externalisées, là vous avez l'enrichissement d'une équipe parce que si vous devez en période de guerre commencer à regarder qui et à quel endroit la personne va préparer les munitions et l'autre va vérifier que les munitions sont bien transférées dans l'arsenal, vous n'allez pas vous en sortir. Mais je n'ai absolument rien insinué, monsieur le ministre. Simplement, je vous interrogeais sur ce point. Votre réponse est extrêmement claire. Nous n'avons pas encore regardé ces documents qui nous sont parvenus hier. Et je vous exprimais notre questionnement vis-à-vis de ce type de contrat auquel nous ne sommes absolument pas habitués. Jamais vu ça. Moi, j'ai géré quelques collectivités. Exactement. Je vous rassure, moi non plus. Nous allons les examiner et nous verrons quelles conséquences. Mais une chose soit claire, monsieur le ministre. Nous aussi, nous savons qu'il y a des compétences dans le privé. Moi, je viens du privé avant d'avoir rejoint la fonction publique territoriale. Donc, il y a des talents et des compétences dans le privé, que les choses soient claires. Et je comprends que dans une situation inédite de crise que nous traversons, nous ayons besoin. Après, je vous l'ai dit au début de mon propos, ce que nous voulons, nous, c'est de la transparence. Je suis là pour ça. Voilà. Alors, on va continuer dans ce registre-là, puisque devant notre commission d'enquête, le cabinet McKinsey a indiqué avoir eu physiquement accès à la cellule interministérielle de crise située au centre de ressources documentaires ministérielles du ministère de la Santé. Dite bibliothèque. Je n'ai pas terminé, pardon. Confirmez-vous cette information? Et si tel est le cas, quelles ont été les précautions prises pour ouvrir l'accès à un lieu aussi stratégique?
C'est le lieu si stratégique, c'est la bibliothèque Sibonne-Veil. Je vous y invite volontiers. Vous verrez que l'accès y est réservé comme dans le cadre d'une bibliothèque. Sauf que là, lorsqu'il y avait des documents qui devaient rester, elle était fermée, etc. Mais c'est un open space. Nous avons créé de l'espace parce que c'est la guerre. Nous avons créé de l'espace là où il existait. Nous avons aménagé les espaces là où ils existaient. C'est une véritable fourmilière. Vous y alliez dans les moments les plus durs de la crise, le dimanche à 21h, vous étiez sûr de trouver des dizaines de personnes qui travaillaient avec des tableaux de bord, des ordinateurs qui étaient amenés, et évidemment avec chacun ses missions, etc. Le tout formant, j'ai cette image de fourmilière parce que vous aviez des espaces dédiés aux commandes de matériel, d'autres au transport de matériel, d'autres au stockage de matériel, etc. De manière à ce que les équipes, en interaction les unes les autres, puissent servir l'intérêt général. Il y a quelques éléments aussi sur les marchés publics. Vous avez évoqué votre strict respect de ces marchés publics que nous souhaitons aussi mieux comprendre, tout simplement. Y a-t-il eu d'abord au démarrage des éléments fournis gratuitement par certaines sociétés cabinets de conseil? Ensuite, dans le cadre du marché d'accord cadre de la DITM, pardon. Oui, celui-là, il a du mal avec. Est-ce que vous avez souscrit systématiquement au marché à la règle du tourniquet, qui veut que normalement, quand un cabinet a été recruté sur une mission, ensuite, ça soit un autre cabinet qui lui soit substitué? Si vous y avez dérogé, comme il le semble, puisque McKinsey a dû avoir plus d'une dizaine de marchés pour 12 ou 13 millions d'euros, comment se fait-il? Quelles ont été les capacité juridique de procéder ainsi? Première question, zéro pro bono. Aucun service de conseil gratuit. Zéro. Deuxième question, règle du tourniquet respectée. C'est tombé sur McKinsey au moment de la campagne vaccinale, et vous avez raison de souligner qu'il y a eu des continuités de contrats, c'est-à-dire des prolongations de contrats ou des renouvellements de contrats qui avaient trait à la même action et à la même démarche, c'est-à-dire la campagne vaccinale. On ne peut pas imaginer une seconde qu'au bout d'un mois de gestion logistique de la campagne vaccinale, là où nous nous apercevons que nous avons besoin de prolonger la démarche d'appel à une société de conseil, on change radicalement de société de conseil et qu'on va se venir de nouvelles personnes. Donc c'est cette continuité-là qui a fait que McKinsey s'est vu attribuer plusieurs marchés dans la même logique, la campagne vaccinale. Est-ce que vous pouvez préciser combien de marchés? 13 de suite. 13. Mais est-ce que la règle du tourniquet mérite encore son nom dans ces conditions? Non mais attendez, monsieur le sénateur, monsieur le président, si je vous disais que du 1er janvier au 3 mars, je passe par la société McKinsey pour organiser, mais pour participer à la gestion logistique de la campagne vaccinale avec les équipes du ministère, avec des centaines de personnes mobilisées. Et que le 3 mars, parce que la campagne vaccinale n'est pas terminée, qu'elle prend même de l'ampleur, on va passer par l'équipe d'Accenture, ou je ne sais quel cabinet, jusqu'au 10 avril. Et que le 10 avril, on va aller rechercher des nouvelles personnes, ça veut dire que vous passez plus de temps à accueillir des nouvelles personnes pour leur expliquer comment ça a marché, que pour recueillir leurs conseils. Donc c'est une continuité. Nous aurions pu faire un contrat sur une période d'1 an et demi, mais là vous auriez pu me dire, mais pourquoi un contrat d'1 an et demi a priori avec une telle somme, là où vous ne saviez pas combien de temps la campagne vaccinale allait durer. Mais on était toujours dans le cadre de renforts intégrés aux équipes du ministère? Oui, c'est toujours le même contexte et le même cadre. Donc le tourniquet a été respecté. Quand il y a eu d'autres missions que la vaccination et qu'il fallait faire appel à des cabinets de conseil, le tourniquet a été appliqué. Lorsque c'est arrivé au tour de la vaccination, le tourniquet s'est arrêté sur McKinsey. Ce serait arrêté sur un autre cabinet, nous serions passés par un autre cabinet. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Madame la rapporteure. Oui, j'essaye toujours de comprendre, Monsieur le Ministre. Voilà. Donc, en décembre 2020, le cabinet McKinsey, toujours lui, a mis à disposition un agent de liaison pour assurer, je cite, la coordination opérationnelle entre Santé publique France et votre ministère sur la distribution des vaccins, et ce pour un montant de 70 000 euros. Donc moi, effectivement, il y a des compétences dans le privé, mais je pense qu'il y en a aussi au sein de notre administration pour assumer ce genre de mission. Et cette mission s'est ensuite prolongée en janvier 2021 avec la mise en place d'une tour de contrôle à Santé publique France pour un montant de 605 000 euros. Et McKinsey a notamment participé, je cite encore, à la mise en place et à l'animation de briefs quotidiens transverses internes à Santé publique France 2 fois par jour, à 9h et à 15h. Et donc j'aimerais savoir quel a été le rôle exact de McKinsey à Santé publique France.
C'est un agent d'interface avec Santé publique France qui a été mis en place et qui ensuite a été remplacé par des ressources, je crois, internes au ministère lorsque la situation sanitaire a permis de le faire. Mais sincèrement, ça nous a beaucoup interpellés. Je peux détailler si vous le souhaitez. Il avait plusieurs missions. Il s'assurait que les consignes logistiques transmises par la Task Force vaccinale étaient bien appréhendées du côté de Santé publique France. Il veillait à la fluidité des transmissions et des relations entre la Task Force vaccinale et Santé publique France. Il s'assurait que les alertes de Santé publique France étaient bien prises en compte dans les analyses logistiques de la Task Force. Après le départ de McKinsey, cette fonction a été exercée par une chargée de mission au pôle logistique de la Task Force. Donc vous aviez des ressources internes au ministère? Mais oui, mais elles ont été un peu utilisées, monsieur le sénateur, les ressources. Je peux vous garantir qu'il n'y a personne qui était planqué dans les placards en train de se tourner les pouces pendant la crise sanitaire. Si vous avez un doute, encore une fois, je viens vous inviter. On a une magnifique exposition photo de tout ce qui a été fait par les uns et les autres, que ce soit en télétravail ou en présentiel, et vous verrez que chacun était bien employé. Je ne crois pas que vous trouverez un logisticien, un ingénieur, un cadre ou quelqu'un susceptible de nous aider pendant la crise sanitaire, surtout s'il était interne au ministère, qui n'ait pas été employé à plein pendant cette période. Et quand il y a eu des possibilités, quand la charge de travail s'est amoindrie, c'est arrivé, vous savez, entre deux vagues, etc., eh bien on a pu à nouveau utiliser des personnes internes pour pouvoir remplacer les personnes qui étaient venues en renfort au moment le plus dur. On parle là le mot guerre. Non, mais monsieur le ministre, on parle aussi d'argent public. Mais madame on parle aussi d'argent public. Parce que si je. Non, attendez. Si je fais l'addition, 170 000 euros, je suis un peu. 605 000 euros, ça fait combien? 700 000 euros. 700 000 euros pour une personne qui assure la coordination opérationnelle, et vous avez développé ces missions, et une personne pour être dans une tour de contrôle à Santé publique France. Sincèrement, honnêtement. Vous ne trouvez pas que ça fait un peu cher la mission? Je doute très fort qu'il s'agisse de cela, madame la sénatrice, qui soit rapportée pour ça. On va... Hein? Bien sûr, vous l'éclaircira, mais ce n'est pas 700 000 euros pour deux personnes. Si ce n'est pas ça, monsieur le ministre, qu'on soit d'accord entre nous. C'est pas ça. On peut rectifier, on peut... Voilà, mais ce sont les éléments qui sont en notre position. Et vous avez tous les éléments pour pouvoir vous faire une idée plus juste, et c'est pour ça qu'on vous a transmis le document, je n'ai pas tout en tête, mais c'est pas ça. C'est pas 700 000 euros pour une personne qui fait une liaison entre SPF et la Task Force, certainement pas. Mais je vous le redis, hein, je sais que vous êtes, de par votre appartenance politique et votre engagement politique que je salue, sensible à la qualité de vie au travail. Je dois vous dire que la période dont nous sommes en train de parler, quand vous dites l'argent public doit être bien dépensé, attendez, je termine ma phrase. Non, mais monsieur le ministre, je sais ce que vous allez me dire, vous me le dites tout le temps, chaque fois que vous êtes, quand vous êtes en séance ici au Sénat. C'est pas le sujet. Je vais quand même terminer ma phrase. Non, mais c'est pas le sujet. Je terminerai malgré tout ma phrase. Vous aviez des lits de camp, madame la sénatrice, des lits de camp dans le ministère, des lits de camp dans les bureaux de mes conseillers, des lits de camp à côté de la bibliothèque, pour que les gens puissent faire des micro-siestes entre deux missions. Je vous assure que les ressources publiques ont été employées au plein. On a reconnu d'emblée que vos personnels ont été mobilisés. Nos questions portent sur autre chose. Écoutez, moi je note que ce que vous avez déclaré là sur ces deux marchés, on va regarder dans les documents ce qu'il en est et on en tirera les conclusions qu'on devra en tirer. Stéphane Sautarel a demandé la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Il me semble, et je voulais savoir si vous pouviez lever cette ambiguïté, qu'il y a peut-être une ambiguïté autour du terme de conseil. Parce que le sentiment que j'ai à écouter vos réponses, c'est qu'il y a de nombreuses prestations qui sont des prestations très opérationnelles, d'intervention, qu'on pourrait presque qualifier d'intérim en quelque part, de renfort d'équipe, vous l'avez dit, en mixité d'équipe, et donc sur des choses très opérationnelles sur lesquelles on peut s'interroger, mais qui sont dans un contexte particulier. Et donc ma question, elle est, est-ce qu'il y avait par ailleurs, et quelle proportion y avait-il, d'intervention en conseil, c'est-à-dire en aide à la décision, un accompagnement stratégique qui ne relève pas exactement de la même nature, ni dans son traitement, ni dans son intégration aux équipes? Monsieur le sénateur, vous avez justement toute la liste des actions et des missions pour que vous puissiez vous faire une opinion, mais dans la première partie de votre intervention, est-ce que c'est de l'intérim, etc. Je vous l'ai dit, on a besoin de ressources humaines pour pouvoir compléter des équipes face à la masse de travail à réaliser dans l'urgence. Et donc on prend les compétences là où elles sont.
Je ne le contestais pas dans ma question. Hein. Simplement, c'est une pratique qui est sans doute très particulière au contexte que nous avons connu et que vous avez souligné. Et ce qui m'intéressait, moi, dans ma question, je n'ai pas là tous les éléments sous les yeux, c'était la proportion du recours au conseil dit plus stratégique, notamment pour l'organisation d'une certaine logistique sur lesquelles il n'y avait pas forcément de compétences dans vos équipes pour le faire. Est-ce que ce conseil stratégique représentait une part, quelle part elle représentait dans le recours global au conseil? Est-ce que vous avez une évaluation de cet élément-là? Monsieur le Président, je m'autorise juste, je veux compléter peut-être la question de Stéphane Sautarel. À titre d'exemple, vous avez, je crois, eu recours à la société Citywell pour la distribution des masques. Est-ce que, comment l'avez-vous utilisé? Est-ce que vous avez eu le temps? Je me souviens bien de l'urgence, on s'en souvient ensemble. Est-ce que vous avez eu le temps, par exemple, de regarder si cette société qui intervenait dans la distribution des masques pouvait avoir des conflits d'intérêts parce qu'il apparaît qu'elle avait comme un client Sanofi, par exemple? Pour cette partie de la question, pardonnez-moi, c'est absolument pas moi qui m'occupe de cela. Donc je ne peux pas vous répondre, encore moins sous serment, mais je comprends le sens de votre question. On essaiera de vous apporter une réponse, bien évidemment. Sur la question de monsieur le sénateur avant, oui, on a eu aussi besoin d'avoir des compétences de nature exceptionnelle sur en renfort de missions stratégiques, bien sûr. Et c'est pour ça que je vous ai parlé, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai parlé de public et de privé, c'est pour ça que j'ai parlé de gendarmes pour ce qui était de l'acheminement des masques, quand il a fallu transformer des avions grands porteurs en enlevant les sièges pour pouvoir les envoyer en Chine, pour les remplir avec des boîtes de masques. Chacun peut imaginer qu'au ministère des Solidarités et de la Santé, cette compétence-là n'existe pas. Donc on est allé chercher la compétence là où elle existait, c'est-à-dire en l'occurrence plutôt du côté militaire, puisqu'on s'est dit que c'était eux qui étaient les plus à même de le faire. Et quand on a eu besoin d'avoir des compétences stratégiques qui nécessitaient des avis d'experts pointus, d'acteurs qui étaient probablement susceptibles de les avoir quand ils travaillaient dans le privé, nous l'avons fait aussi. Jérôme Bocher. Cette fois-ci, non pas pour compléter la question de mon excellent collègue Sautarel, vous allez dire que c'est la loi des séries, mais le 26 janvier dernier, Martin Hirsch, vous avez déjà été interrogé aux questions d'actualité sur les déclarations de Martin Hirsch, a déclaré devant notre commission d'enquête, oui, je vous écoute, avoir reçu un appel du cabinet du Premier ministre le 14 mars 2020. Et je me souviens où nous étions à cette époque-là dans la pandémie, tout début, mars 14 mars 2020. Et donc Martin Hirsch reçoit un coup de fil du cabinet du Premier ministre pour lui proposer l'intervention pro bono de plusieurs cabinets de conseil. Avez-vous été informé vous-même par le cabinet du Premier ministre de ces propositions? La réponse est non, ce n'est pas de mon niveau, pardonnez-moi, Et peut-être de manière plus générale, sur ces interventions pro bono de cabinets de conseil, est-ce que vous avez pu, j'ai envie de dire, les encadrer? Est-ce que vous avez réussi tout de suite à mettre... Vous avez dit qu'il n'y a pas du tout. Aucune mission pro bono. Du ministère. Au ministère. Là, vous m'interrogez sur la PHP. Bien sûr, non, mais c'est pour être bien clair et transparent. Il y a ceux qui vous écoutent qu'aujourd'hui, si vous voulez. C'est que je suis ministre de la Santé et je ne suis pas directeur de la PHP. Non, mais on a bien enregistré votre réponse, monsieur le ministre. Toutefois, il semble que le cabinet McKinsey a quand même réalisé une étude pro bono en 2020 pour les services du Premier ministre, qui ne sont pas les vôtres. Il s'agissait d'une comparaison des réponses des autres pays face à la crise sanitaire. Est-ce que vous avez eu connaissance de cette étude et quels enseignements en avez-vous tiré? Je ne suis pas plus Premier ministre que directeur de la PHP. Donc non, la réponse est non. Cependant, comme ça concernait le secteur sanitaire, vous auriez pu en avoir... c'est une étude de comparaison des réponses des autres pays face à la crise sanitaire. Un benchmark mondial, je pense, ou au moins européen. J'ai eu des flots de benchmarks, j'en ai encore eu aujourd'hui sous les yeux, pour comparer telle ou telle décision à tel ou tel moment. Je ne peux pas vous répondre factuellement pour savoir si j'ai eu à en connaître ou non. Très bien. Michael Vallet. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai deux questions, enfin une question et une demande d'appréciation.
Vous avez précisé tout à l'heure que vous aviez un contrat en cours renouvelé récemment avec McKinsey sur la question du renfort pour la vaccination pédiatrique. Et nous avons eu, lorsque nous avons auditionné McKinsey, l'information de la part de McKinsey selon laquelle ils avaient reçu une nouvelle commande de l'État à la fin 2021 pour l'organisation de la campagne de rappel. Est-ce que vous pourriez nous dire, si c'est possible ce soir, où est-ce que vous en êtes avec les contrats McKinsey, avec l'ensemble des contrats? Attendez, je vous fais le paquet global. De la même façon et d'une manière générale, quelles sont, si c'est possible de les lister ce soir, quelles sont les prestations, cabinets conseils en lien avec la crise sanitaire qui sont toujours en cours? Voilà, qu'est-ce que vous avez en cours aujourd'hui? Et la deuxième question, ou la demande d'appréciation. Nous recevons des chercheurs et des universitaires dont plusieurs valident le terme de consultocratie hospitalière s'agissant de l'intervention des cabinets conseils. Nous avons auditionné un certain nombre de cadres ou de responsables dans le domaine public de la santé, notamment la directrice générale de l'ARS Île-de-France et la directrice générale de Santé publique France. Lorsque nous leur posons la question de savoir si elles valident ce qu'elles ressentent ou comment elles apprécient ce terme-là, avec peut-être un peu de recul sur la pratique depuis 20-25 ans, je le dis comme je l'ai ressenti, elles nous regardent avec des grands yeux, ah non, des cabinets conseils ou ça, non, on ne sait pas, McKinsey c'est le ministère qui les a pris, les autres c'est pas nous, c'est dans les collectivités hospitalières. Vous avez une vision d'ensemble, donc même s'il n'y a pas de rapport hiérarchique toujours direct, ma question est, est-ce que ce terme de consultocratie hospitalière, vous le rejetez totalement? Est-ce qu'on peut quand même considérer qu'il y a une intervention beaucoup plus importante qu'avant? Et où se fait-elle principalement? Y compris dans les collectivités hospitalières, je dirais, de premier niveau, celles dont nous avons l'habitude en tant qu'élus locaux, voilà, et dans lesquelles on siège parfois dans les conseils de surveillance. Puisque vous parlez des collectivités que vous connaissez mieux que moi, je vous propose, avant de parler de consultocratie hospitalière, qu'on regarde la consultocratie au sein des collectivités. Je pense que si on comparait à budget équivalent la part de recrutement... C'est pas l'objet de la commission. Non, mais pardonnez-moi, on est ici dans la maison des élus et vous m'avez posé une question de l'appréciation. Je vous propose de comparer à budget, en mettant sur une même échelle le budget des hôpitaux et des collectivités, et qu'on regarde à l'échelle des départements, par exemple, qu'on regarde quelle est la participation des sociétés de conseil dans la gestion des affaires des... Ce sont de pures supputations, on n'a aucun chiffre pour en débattre, donc on reste sur le sujet. Mais je vous propose de creuser, c'est une mission de conseil, c'est une mission qui porte... C'est pas l'objet, c'est pas le périmètre de la commission. Oui. Non, je suis absolument convaincu du contraire pour ma part. Mais bon, c'est pas le sujet. Moi, comme je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup aux choses et que je n'ai pas la réponse, j'irai regarder. Bien. Tout ça pour vous dire qu'on part de 0,18 ou 0,19% de la part budgétaire des hôpitaux consacrée à des activités de conseil. Donc je vous laisse juge de décider si c'est beaucoup ou pas beaucoup. C'est une part qui évolue assez peu, d'ailleurs, et qui, à l'échelle du budget d'un hôpital, représente donc quand même très peu, 0,18, 0,19%. Vous êtes sur le budget global de l'hôpital ou vous êtes sur le fonctionnement ou sur l'investissement? Le budget de l'hôpital. Vous prenez le budget des hôpitaux et vous prenez la part de budget des hôpitaux consacrée à des missions de conseil, c'est 0,18 ou 0,19% selon les années. D'accord. Alors, donc je vois que vous avez un chiffre 0,18. Est-ce que vous savez par rapport à la part de fonctionnement? Parce que ce qui intéresse, c'est de savoir quand on externalise entre guillemets ce type de mission de conseil, la question c'est ce qu'on aurait pu le faire en interne et ce que ça représente en termes de masse salariale. Parce qu'en fait c'est là que ça... Les universitaires qui nous en parlent nous disent d'abord, eux de leur point de vue, il y a souvent un effet cliquet, c'est-à-dire quand on fait appel à l'extérieur comme ça, du coup on ne réembauche plus derrière et on a prouvé qu'on n'en avait plus besoin. Je caricature un peu pour me faire comprendre. Et l'autre aspect, c'est de se demander si en interne on n'aurait pas eu ce qu'il fallait, notamment du fait des regroupements, des GHT, etc. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que bien avant que je sois ministre, a été mis en place l'ANAP, l'Agence nationale d'appui pour les hôpitaux, qui a été chargée de diligenter des enquêtes à la demande des hôpitaux, parfois à la demande d'ailleurs du ministère ou des ARS, et pour venir en appui des hôpitaux, qui ensuite a diligenté initialement, a passé des contrats avec des boîtes de conseil par exemple, et qui nous ont permis de créer des guidelines qui ensuite ont mutualisé gratuitement pour les hôpitaux pour que ça coûte moins et que ça ne coûte plus, c'est-à-dire que ça coûte une fois et ça ne coûte plus derrière. Donc vous voyez que ça remonte à loin. Est-ce que l'ANAP a été créée? Je ne sais plus qui était ministre qui a créé l'ANAP, je ne sais plus si c'était Marisol Touraine ou peut-être Roselyne Bachelot. Non, c'était peut-être avant,
c'est peut-être même Roselyne Bachelot qui avait c'est la loi HPST, donc c'est Roselyne Bachelot, ouais. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. J'ai coutume de dire que les réformes du fonctionnement des hôpitaux, c'est un peu comme la mise aux normes incendie de l'ascenseur. Le temps que vous fassiez les travaux, les normes ont déjà changé 2 fois. Et ça parle aussi aux collectivités. C'est-à-dire que les hôpitaux sont chargés d'absorber des réformes en flot continu. Il n'y a pas un PLFSS sans qu'on ne touche pas au financement. Là, cette année, c'était le financement de la psychiatrie, etc. On change le fonctionnement de la tarification des urgences. Rien que pour cette année. Et donc, en réalité, les hôpitaux, ils font l'immense majorité du boulot avec les ressources qu'ils ont en interne. Mais par moment, quand on parle, par exemple, quand les députés ou les sénateurs nous demandent de majorer au mois de décembre la part de financement à la qualité pour les hôpitaux pour l'année à venir, ça nécessite un gros travail de processus qui fait qu'ils sont obligés parfois de faire appel à des prestataires extérieurs. Donc, peut-être que c'est une part des conseils qui sont liés au fonctionnement des hôpitaux. Et j'ai conscience, encore une fois, du travail que nous leur demandons. Je vous dis juste que je ne trouve pas ça, j'ai besoin d'avoir des comparaisons. Ce n'est pas pour vous embêter que je parlais des collectivités. C'est que je pense qu'il n'est pas inintéressant, en étant dans les faits, de comparer ce qui est comparable. Et je voudrais bien qu'on puisse comparer des organismes publics différents, à coût de fonctionnement identique, et qu'on regarde quelle est la part de prestations en conseil. C'est ainsi qu'on pourra se faire une idée de savoir si on doit parler de consultocratie hospitalière ou si on est peut-être dans une consultocratie publique qui serait liée au fait qu'on demande tellement de réformes et de transformations aux différents organismes publics qu'ils ne s'en sortent pas tout seuls. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je n'encourage pas à l'appel aux boîtes de conseil pour mener tel ou tel projet. Je suis ministre, en plus en charge de la santé, je ne suis pas du tout en charge de ces questions-là. Par contre, si vous m'avez demandé un avis personnel sur la question, je vous réponds. Je pense que le flot continu de choses à absorber de la part des hôpitaux fait que par moment ils sont obligés de faire appel à des prestataires, à des prestations extérieures. Voilà. Et que ça, je ne suis pas choqué comme ça de but en blanc, mais on va vous répondre sur le coût de fonctionnement. Mais autant je suis très choqué par le recours à l'intérim en termes de ressources humaines, cette fois-ci médicales ou paramédicales, qui coûte une blinde pas possible, c'est-à-dire au moins 1 milliard d'euros. J'ai fait un rapport parlementaire pour le dénoncer en 2013, c'était 500 millions d'euros à l'époque, c'est sans doute 1 milliard voire plus maintenant, c'est-à-dire à peu près 10 fois l'équivalent de toutes les dépenses de conseil hospitalières annuelles. Ça me choque plus. Voilà. Je vais vous ramener sur la première partie de la question de notre collègue Vallès, c'est cette nouvelle commande à McKinsey pour la campagne de rappel. Est-ce que vous pouvez nous préciser le contenu de cette commande, le montant, et puis nous plaider que cette commande échappe aussi au tourniquet, étant une commande d'une campagne de vaccination de rappel. Est-ce qu'elle ne pouvait pas être envisagée dans un autre cadre? D'autant moins, monsieur le sénateur, en mon sens. D'autant moins qu'on parle de rappel et de la continuité de la poursuite de la campagne de rappel et de la poursuite de la campagne vaccinale pédiatrique. C'est 2 en 1, pour répondre à votre question. Il y a également une mission qui est en cours sur les prestations sur le numérique, qui n'est pas terminée. Et après, c'est dans les documents qu'on vous a transmis, s'il y en avait d'autres. Mais c'est sur du numérique. C'est-à-dire qu'on adapte tous anti-Covid, on adapte le pass sanitaire en pass vaccinal, on adapte en permanence. Donc voilà. Donc quand il y a une mission qui a initié avec des codeurs, Bon, est-ce qu'on va trouver dans vos documents le montant de cette nouvelle commande? Vous avez tous les montants de toutes les commandes passées. Parce qu'il va y avoir, j'imagine, plusieurs bons de commande à l'intérieur de cette prestation. Je pense que Donc il y a un marché initial avec un total. C'est le même marché. Nicole Duranton a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, hier, nous avons auditionné Florence Parly, ministre des Armées. Donc, le ministre des Armées dispose de sa propre structure de conseil depuis 2020. Donc, de nombreuses opérations sont menées par les fonctionnaires de votre ministère. Mais envisagez-vous de développer davantage votre propre structure afin de réduire votre recours au cabinet privé? Je vous remercie. Je ne sais pas si vous l'avez auditionné, ce n'est pas un appel à le faire, mais si vous auditionniez la directrice générale de l'inspection générale des affaires sociales, elle pourrait vous sortir le nombre de lettres de mission et de saisine de l'IGAS que j'ai signé moi-même pour lui demander des renforts. Donc évidemment, nous travaillons à cela et puis nous enrichissons. Une externalité positive de cette crise terrible, c'est que j'ai pu obtenir des moyens supplémentaires pour l'ensemble des administrations en territoire. Je vous donne un exemple, tenez. Le Ségur de l'investissement en santé, 19 milliards d'euros d'investissement, c'est colossal. Reprise de dette, 3000 hôpitaux et EHPAD, vous le savez, rénovés, modernisés, etc. Pour arriver à faire que ça
ça déroule vite et qu'on ne perd pas de temps, parce que les élus, les citoyens nous demandent d'avoir cet hôpital neuf, de rénover cette unité hospitalière, il va falloir évidemment suivre cela de très près dans les territoires. Et donc, j'ai demandé et obtenu des équivalents temps plein qui sont temporairement délégués aux agences régionales de santé pour pouvoir veiller au bon fonctionnement de la mise en place opérationnelle du Ségur d'investissement. Donc, je ne suis pas passé par une société privée. Mon premier réflexe a été de me dire il va falloir qu'on renforce les ARS pendant quelques années avec des gens qui savent faire ça et qui soient dédiés spécifiquement à ça. Donc, on augmente la masse salariale. C'est ce que nous faisons. Quand nous mettons en place le versement automatisé pour les pensions alimentaires intermédiaires, nous savons qu'il faut renforcer les effectifs des CAF parce que ça va faire des missions nouvelles. Il y a des missions qui portent sur le système d'information et d'autres sur l'accueil et le traitement des dossiers. Donc nous renforçons les administrations. Après, on nous reproche de ne pas avoir supprimé assez de postes de fonctionnaires. Mais c'est à cela que ces fonctionnaires servent dans la vraie vie. Madame la rapporteure. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, bien évidemment, on espère tous ne plus jamais traverser une crise sanitaire comme celle que nous avons traversée et que nous traversons encore. Et donc moi, j'étais très attentive à vos propos et j'ai bien compris l'urgence qu'il y avait à, y compris, faire appel à du privé pour accompagner les agents de la fonction publique dans leur mission. J'oserais dire, malheureusement, nous avons une expérience. Imaginons, ce que nous n'espérons pas, que nous subissions encore une crise d'une telle ampleur. Quelle expérience tirez-vous de celle qui est en cours? Est-ce que vous pensez que vous prendriez, si vous êtes toujours en poste bien évidemment, que vous prendriez les mêmes mesures, ou est-ce que vous ne pensez, ou est-ce que vous pouvez imaginer que au sein de la fonction publique, on pourrait créer les conditions pour qu'il y ait en nombre et en qualité, je voudrais dire, des fonctionnaires capables d'assumer les missions qui ont été assumées par le privé ces derniers temps. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Madame la rapporteure, on va tomber d'accord sur un point, j'en suis à peu près sûr. Ouais. C'est que vous et moi, on conteste le procès en excès d'agents publics dans les agences régionales de santé. C'est un procès que j'entends en permanence. On me dit les ARS sont pléthoriques. Madame la rapporteure, on a demandé aux agences régionales de santé, en plus de leur mission, qu'elles ne pouvaient pas abandonner, prévention, détection des cancers, vérification de la qualité de l'eau, de l'air, gestion, pilotage des hôpitaux. Regardez, en ce moment, on est en train de dire est-ce que les ARS ont fait assez de contrôle des EHPAD en plein milieu de la crise sanitaire. Il fallait évidemment maintenir des missions normales. Et en plus absorber des missions nouvelles extraordinaires. 1600 centres de vaccination, des logistiques monstrueuses en matière de c'est les ARS qui le font, en lien avec les préfets, mais ce sont les ARS qui le font, ce sont les équipes des ARS. Si les ARS avaient été capables, sans renfort, de maintenir leur fonctionnement normal pour leur mission du quotidien, et en plus de gérer et d'absorber ces surplus de missions liés à la crise, vous pourriez me dire, ça veut dire que quand il n'y a pas de crise, peut-être qu'elles sont pléthoriques. La réponse est non. Et par définition, une crise, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu éviter. Donc quand une crise survient, par définition, elle nous déborde. Et donc, quand une crise survient, vous faites face. Et vous utilisez tous les moyens disponibles. Pour répondre très clairement à votre question, 1, les ARS ne sont pas pléthoriques. 2, nous les renforçons, le volet départemental, en lien avec les élus locaux notamment, parce qu'on a vu que c'était très important de le faire. 3, s'il y avait une nouvelle crise qui devait arriver, locale ou nationale, épidémique, environnementale ou que sais-je, et que si nous avions dans l'urgence besoin de prendre des décisions et de faire appel à des compétences où qu'elles soient, je ne me cacherai pas et je ferai appel à des compétences où qu'elles se trouvent, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées. Pour ça que je reprends, pour terminer, l'introduction que vous m'avez prêtée et que je revendique. Il y a eu des compétences partout avec des gens de bonne volonté qui pouvaient nous aider et nous apporter pour qu'on protège les Français dans cette période. Au nom de quoi nous en serions-nous privés? Donc de la même manière, on parle d'une hypothèse d'une nouvelle crise, quelle qu'elle soit. Je crois que seuls et ceux qui me succéderont, quel que soit leur bord politique à ce moment-là, prendront des décisions qui viseront avant tout à protéger les Français. Et on ne renforcera pas? Mais nous les renforçons, je vous ai parlé tout à l'heure, regardez, je vous ai donné l'exemple des ARS qui sont renforcés dans le volet départemental, des équivalents temps plein supplémentaires qui ont été créés, et puis il faudra tirer une réflexion peut-être un peu plus générale, ce qu'on appelle le rétexte de la crise, le retour d'expérience de cette crise. Il y a des nouvelles compétences qui se sont faites jour et qui ont été créées. Des gens qui ont acquis de nouvelles compétences dans les territoires et les agences. Il faut les conserver.
parce qu'un jour on aura peut-être besoin de faire appel à eux. Ne pas les perdre, c'est précieux. C'est précieux. Ensuite, des besoins qui se font jour en matière de réorganisation de nos structures. On en a débattu. Est-ce que l'EPRUS, la disparition de l'EPRUS, la fusion de toutes ces structures dans Santé publique France, est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que l'empilement des structures, SPF, DGS, HAS, etc., est une bonne idée ou non? Permettez-moi de dire, j'ai une opinion et j'aurai évidemment des propositions à formuler en matière de réorganisation du paysage sanitaire et de la manière de nous préparer à répondre et de prévenir l'émergence de nouvelles crises futures. On ne le fait pas pendant la crise. On ne fait pas ça pendant la crise. Donc voilà, mais chacun aura, j'imagine que dans les programmes des différents candidats, je n'ai pas vu mention dans le programme de Mme Pécresse que j'ai regardé. Non, n'invitez pas vous aussi la campagne électorale dans cette commission, s'il vous plaît. Si vous nous parlez d'une prétendue candidate, donc si. Non, monsieur le ministre, c'est pas le lieu. Ce n'est pas le lieu. Je ne veux pas imposer à un candidat d'avoir une idée sur la question. C'est ça que je voulais vous dire. Bon, on en restera là, si vous voulez bien, et on évitera ce genre d'incident. Patrice Joly avait demandé la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je reviens sur la question des contrats, sur leur nature et sur la typologie de ces contrats-là. D'ordinaire, on fait appel à des cabinets pour des prestations de services, pour définir des projets, sur des missions qui sont définies, etc. Et là, vous avez quand même plutôt évoqué l'idée de mise à disposition de personnel. Et donc, nous aurons sûrement les éléments dans les documents que vous avez, les éléments de réponse dans les documents que vous avez fournis, mais juridiquement et au regard de ce qui a été confié à ces personnels-là, je m'interroge sur ce qui pourrait être ça a été évoqué par le collègue, la question sur une forme d'intérim ou sur la notion de prestation de service qui est généralement, ou de conseil, qui est confié à ces agences auxquelles vous avez eu recours. Je vais prolonger un tout petit peu l'interpellation de Patrice Joly sur la question déontologique aussi, parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais quand vous nous avez décrit l'incorporation de ces personnels aux équipes, on sait que nos agents publics sont soumis à une déontologie bien précise, et c'est important parce que là ils ont des données sanitaires importantes à traiter, mais quand on passe un contrat de prestation, en effet, comme ça vient d'être décrit avec un cabinet de conseil, il y a tout un ensemble de précautions déontologiques qui sont prises. Après, ça pose la question du contrôle, mais c'est une autre question. Là, quelles étaient les précautions prises, ou est-ce que dans l'urgence, vous n'avez pas pu les prendre? Alors, les contrats prévoient des clauses de confidentialité, vous le savez, et la loi ne prévoit pas d'aller vérifier les activités antérieures ou les liens familiaux des uns et des autres dans le cadre des activités. Donc nous avons vraiment, pour le coup, scrupuleusement respecté la loi et que la lettre de la loi. Ouais. Si ou j'ai mal compris votre question, ou je vous réponds, on est resté parfaitement dans le cadre de la loi sur toutes ces questions-là. Non mais comme on n'a pas vu ce type de contrat que vous passez avec ces renforts entre guillemets, on a du mal à comprendre comment ça se passe, parce que, encore une fois, on le comprend dans le cadre du recours à un cabinet de conseil pour une mission bien identifiée, il y a un cahier des charges, il y a des obligations en matière de sécurité, y compris de sécurité informatique, de confidentialité, etc. Bon, je pense qu'aussi le donneur d'ordre vérifie qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, comme le déclare le soumissionnaire, le cabinet de conseil, parce qu'il peut aussi travailler pour un laboratoire, pour des grandes entreprises privées qui peuvent avoir des intérêts divergents. Tout ça est vérifié dans le cadre, on nous a bien expliqué, dans le cadre du contrat qui est passé avec le cabinet de conseil. Très bien. Ça pose quand même la question du contrôle, je n'y reviens pas. Mais quand vous nous expliquez que vous avez besoin de renforts, et qu'en effet, comme ça vient d'être décrit par nos deux collègues, comme vous l'avez expliqué au début, il s'agit de personnel mis à disposition d'une certaine façon, je vous pose la question du type de contrat qui garantit les conditions déontologiques de leur intervention. Le contrat garantit les règles de confidentialité, telles que prévoient les règles. Il n'y a rien d'extraordinaire. Les règles de confidentialité sont garanties par le contrat, au même titre que n'importe qui. Et donc, à part la confidentialité, les éventuels conflits d'intérêts, comment sont-ils pris en compte ? La loi ne prévoit pas d'aller regarder les éventuels liens ou conflits d'intérêts d'une personne que vous prenez dans le cadre d'une mission externe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous respectons la loi. On ne peut pas aller au-delà de la loi, et la loi aujourd'hui ne prévoit pas de faire cela. On pourrait avoir des intervenants externes qui, par ailleurs, ont travaillé dans le cadre de leur fonction de salarié chez le cabinet de conseil pour des entreprises qui pourraient avoir des intérêts divergents.
C'est les règles du marché des ITP. Je vous fais préciser ça par le secrétaire général parce que je ne maîtrise pas la technique. Pardonnez-moi, monsieur le Président, ce n'est pas mon niveau de décision. Mais je vous dis telles que les choses sont faites dans le ministère dont j'assume la responsabilité. J'enregistre la réponse. Patrice Joly. Alors, pour poursuivre simplement, et sur le cadre juridique, il me semble que les contrats de prestation de services obéissent au régime de la commande publique. Et je ne suis pas sûr que ce qui relève des contrats d'intérim relève de ce même régime. Et donc, je pense qu'il y a une histoire de qualification, mais sûrement que les documents que vous avez fournis nous permettront effectivement de faire cette analyse. Jérôme Bachet, vous voulez répondre ? Oui, ce n'est pas une prestation d'intérim. Ce n'est pas de l'intérim. C'est une prestation de ressources humaines, de conseil, mais ce n'est pas de l'intérim. Donc ça ne répond pas au contrat de l'intérim, mais vraiment de la prestation de conseil, c'est important. Tel que vous l'aviez défini, enfin présenté, le renforcement laissait penser que c'était une forme d'intérim. C'est du renforcement en conseil, mais pas du renforcement en intérim. J'aimerais votre sentiment, et donc c'est un sentiment, donc la vérité, la véracité sur tout ça. Est-ce qu'on ne devrait pas, lorsqu'on fait appel comme cela de manière urgente à des agents privés, qu'ils soient considérés selon les mêmes règles de déontologie que les agents temporaires du service public ? La DITP envisage de le faire. 2, ça relève de la loi et nous y serions. Moi, je vais vous poser une question personnelle. J'y suis très favorable. J'ai aucun problème avec ça, au contraire. Tout ce qui nous permettra d'éviter de nous trouver dans des situations qui pourraient être problématiques a posteriori, je serais totalement d'avis. Vous savez, dans ma courte carrière de parlementaire, la lutte contre les liens et les conflits d'intérêts n'a pas été en reste dans les engagements que j'ai pu avoir. Donc, mais encore une fois, je n'ai pas, comme ministre, je ne vais pas demander à mes services d'excéder ce qui est dans la loi, parce que ça pourrait aussi bien m'être reproché. Donc si on modifie la loi ou si la DITP modifie ses règles, je les suivrai avec satisfaction. Madame la rapporteure. Oui, encore une question, Monsieur le Ministre. Au-delà de la crise sanitaire, le site Internet du ministère de la Santé indique, et je le cite là, que la stratégie nationale de santé constitue le cadre de la politique de santé en France. Donc j'ai une question. Dès lors, pourquoi confier son évaluation à un cabinet de conseil, McKinsey en particulier, qui a reçu 3 commandes en janvier, juillet et octobre 2021 pour un montant global de 1,12 million d'euros. Est-ce que vous pourriez nous préciser l'apport de ce travail et les conséquences, bien évidemment, qui en ont été tirées ? Je pense, Madame la rapporteure, qu'il s'agit d'une aide ponctuelle dans une période qui est compliquée. Je ne connais pas du tout le détail de cette prestation. Il y a une aide ponctuelle pour 1 120 000 euros quand même. Je peux bien imaginer qu'on ait besoin d'aide dans la période, avec toutes les transformations et les réformes. Vous savez, monter 700 lits de réanimation de façon durable, recruter 6 000 et former 6 000 infirmières et aides-soignantes de plus, travailler, décloisonner, regrouper, lutter contre les déserts médicaux. Enfin, les missions ne manquent pas. Donc, comme je ne sais pas de quoi il en retourne, et c'est dans les documents qu'on vous a envoyés, vous pourrez vous faire une idée de la nature de la mission. Mais je ne suis pas étonné du fait qu'on ait besoin de missions d'appui dans la période, surtout dans l'année 2021. C'est une information qu'on a trouvée sur le site internet du ministère. Mais si c'est une mission de conseil, avec une mission de conseil diligentée par le ministère, vous en avez le détail ainsi que toutes les formalités au sein des pièces que nous vous avons envoyées.